Et maintenant j'étais là, seul comme un connard, à quelques mètres du guichet Nouvelle Frontière. C'était un samedi matin pendant la période des fêtes. Roissy était bondé, comme d'habitude. Dès qu'ils ont quelques jours de liberté, les habitants d'Europe occidentale se précipitent à l'autre bout du monde, ils traversent la moitié du monde en avion, ils se comportent littéralement comme des évadés de prison. Je ne les en blâme pas, je me prépare à agir de la même manière. Mes rêves sont médiocres. Comme tous les habitants d'Europe occidentale, je souhaite voyager. Enfin, il y a les difficultés, la barrière de la langue, la mauvaise organisation des transports en commun, les risques de vol ou d'arnaque. Pour dire les choses plus crûment, ce que je souhaite au fond, c'est pratiquer le tourisme. On a les rêves qu'on peut, et mon rêve à moi, c'est d'enchaîner à l'infini les circuits passion, les séjours couleurs et les plaisirs à la carte, pour reprendre les thèmes des 3 catalogues Nouvelle Frontière. J'ai tout de suite décidé de faire un circuit, mais j'ai pas mal hésité entre Rome et Salsa, Rêve Cubco 033, 16 jours 14 nuits, 11 250 francs chambre double, supplément chambre individuelle 1350 francs, et Tropic Thai, Rêve TAK 006, 15 jours 13 nuits, 9 950 francs chambre double, supplément chambre individuelle 1175 francs. En fait, j'étais plus attiré par la Thaïlande. Mais l'avantage de Cuba, c'est que c'est un des derniers pays communistes, probablement pour pas longtemps. Il y a un côté régime en voie de disparition, une espèce d'exotisme politique, bref. Finalement, j'ai pris la Thaïlande. Il faut reconnaître que le texte de présentation de la brochure était habile, propre à séduire les âmes moyennes. Un circuit organisé, avec un zeste d'aventure, qui vous mènera des bambous de la rivière Kwai à l'île de Koh Samui, pour terminer à Koh Phi Phi, au large de Phuket, après une magnifique traversée de l'isthme de Kra. Un voyage cool sous les tropiques. À 8h30 tapante, Jacques Maillot claque la porte de sa maison du boulevard Blanqui, dans le 13e arrondissement, enfourche son scooter et entame une traversée de la capitale d'est en ouest. Direction, le siège de Nouvelle Frontière, boulevard de Grenelle. Un jour sur 2, il s'arrête dans 3 ou 4 de ses agences. J'apporte les derniers catalogues, je ramasse le courrier, je prends la température, explique ce patron monté sur ressort, toujours affublé d'une invraisemblable cravate bariolée. De quoi redonner un coup de fouet aux vendeurs. Les jours suivants, ces agences-là dopent leur chiffre d'affaires, explique-t-il avec un sourire. Visiblement sous le charme, la journaliste de Capital s'étonne un peu plus loin. Qui aurait pu prédire en 1967 que la petite association fondée par une poignée d'étudiants contestataires prendrait un tel envol? Certainement pas les milliers de manifestants qui défilaient en mai 68 devant la première agence Nouvelle Frontière, place d'Enfer Rochereau, à Paris. On était pile au bon endroit, face aux caméras de télévision, se souvient Jacques Maillot, ancien boy scout et catho de gauche passé par l'UNEF. Ce fut le premier coup de pub de l'entreprise, au nom inspiré des discours de John Kennedy sur les nouvelles frontières de l'Amérique. Libéral ardent, Jacques Maillot s'était battu avec succès contre le monopole d'Air France pour la démocratisation des transports aériens. L'odyssée de son entreprise, devenue en un peu plus de 30 ans le premier voyagiste français, fascinait les magazines économiques. Comme la Fnac, comme le Club Med, Nouvelle Frontière, née avec la civilisation des loisirs, pouvait symboliser une nouvelle face du capitalisme moderne. En l'an 2000, pour la première fois, l'industrie touristique était devenue, en chiffre d'affaires, la première activité économique mondiale. Même s'il n'exigeait qu'une condition physique moyenne, Tropic Thai s'inscrivait dans le cadre des circuits aventure. Catégorie d'hébergement variable, simple, standard, première catégorie, nombre des participants limité à 20 afin d'assurer une meilleure cohésion du groupe. J'ai vu s'approcher 2 blagues très mignonnes. Avec des sacs à dos, je me suis pris à espérer qu'elles avaient choisi le même circuit. Puis j'ai baissé le regard. Je suis allé retirer mes documents de voyage. Le vol durait un peu plus de 11 heures. Prendre l'avion aujourd'hui, quelle que soit la compagnie, quelle que soit la destination, équivaut à être traité comme une merde pendant toute la durée du vol.
recroquevillé dans un espace insuffisant et même ridicule, dont il sera impossible de se lever sans déranger l'ensemble de ses voisins de rangée, on est d'emblée accueilli par une série d'interdictions énoncées par des hôtesses arborant un sourire faux. Une fois à bord, leur premier geste est de s'emparer de vos affaires personnelles afin de les enfermer dans les coffres à bagages, auxquels vous n'aurez plus jamais accès, sous aucun prétexte, jusqu'à l'atterrissage. Pendant toute la durée du voyage, elle s'ingénie ensuite à multiplier les brimades, tout en vous rendant impossible tout déplacement et plus généralement toute action, hormis celle appartenant à un catalogue restreint, dégustation de soda, vidéos américaines, achat de produits duty-free. La sensation constante de danger, alimentée par des images mentales de crash aérien, l'immobilité forcée dans un espace limité provoque un stress si violent qu'on a parfois observé des décès de passagers par crise cardiaque sur certains vols long courriers. Ce stress, l'équipage s'ingénie à le porter à son plus haut niveau en vous interdisant de le combattre par les moyens usuels. Privé de cigarettes et de lecture, on est également, de plus en plus souvent, privé d'alcool. Dieu merci, les salopes ne pratiquent pas encore la fouille au corps. Passager expérimenté, j'avais donc pu me munir d'un petit nécessaire de survie. Quelques Nicopatch 21 mg, une plaquette de somnifères, une fiasque de Southern Comfort. Je sombrais dans un sommeil pâteux au moment où nous survolions l'ex-Allemagne de l'Est. Je fus réveillé par un poids sur mon épaule et par un souffle tiède. Je redressai mon voisin de gauche sur son siège, sans ménagement excessif. Il émit un grognement doux, mais n'ouvrit pas les yeux. C'était un grand type d'une trentaine d'années, avec des cheveux châtains clairs coupés au bol. Il n'avait pas l'air très antipathique, ni très malin. Il était même assez attendrissant, enveloppé dans la couverture bleu tendre fournie par la compagnie, ses grosses mains de travailleur manuel posées sur ses genoux. Je ramassai le livre de poche tombé à ses pieds. Un best-seller anglo-saxon merdique d'un certain Frederick Forsyth. J'avais déjà lu un ouvrage de cet imbécile, rempli d'hommages appuyés à Margaret Thatcher et d'évocations grand-guignolesques de l'URSS comme empire du mal. Je me suis demandé comment il s'en était sorti après la chute du mur de Berlin. J'ai feuilleté son nouvel opus. Apparemment, le rôle des méchants était cette fois tenu par les rouges-bruns et autres nationalistes serbes. Voilà un homme qui se tenait au courant de l'actualité. Quant à son héros favori, l'ennuyeux Jason Monk, il reprenait du service à la CIA, allié pour la circonstance à la mafia tchétchène. Eh bien, me dis-je en reposant l'ouvrage sur les genoux de mon voisin, elle est belle, la moralité des auteurs de best-sellers anglo-saxons. La page était marquée par une feuille pliée en 3 dans laquelle je reconnus la convocation Nouvelles Frontières. Je venais donc de faire la connaissance de mon premier compagnon de voyage. Un brave garçon, j'en avais la certitude, certainement beaucoup moins égocentrique et névrosé que moi-même. Je jetai un œil sur l'écran vidéo qui retraçait le déroulement du vol. Nous avions probablement dépassé la Tchétchénie pour autant que nous l'ayons survolée. La température extérieure était de moins 53 degrés, l'altitude de 10 143 mètres, l'heure locale de 0h27. Une carte vint remplacer ces indications. Nous abordions le survol de l'Afghanistan. Par le hublot, on ne distinguait évidemment qu'un noir total. De toute façon, les talibans devaient être couchés et marinés dans leur crasse. « Bonne nuit, les talibans, bonne nuit. Faites de beaux rêves », murmurai-je avant d'avaler un deuxième somnifère. L'avion atterrit vers 5 heures du matin à l'aéroport de Don Muang. Je me réveillai avec difficulté. Mon voisin de gauche était déjà levé et piaffait dans la file d'attente pour sortir de l'appareil. Je le perdis rapidement de vue dans le couloir qui menait au hall d'arrivée. J'avais les jambes en coton, la bouche pâteuse. Mes oreilles étaient emplies d'un violent bourdonnement. Sitôt les portes automatiques franchies, la chaleur m'enveloppa comme une bouche. Il faisait au moins 35 degrés. La chaleur de Bangkok a ceci de particulier qu'elle est en quelque sorte graisseuse, probablement à cause de la pollution. On est toujours surpris, après un long séjour à l'extérieur,
de ne pas se retrouver couvert d'une fine pellicule de résidus industriels. Je mis une trentaine de secondes pour adapter ma respiration. J'essayais de ne pas me faire distancer par l'accompagnatrice Thaï, dont je n'avais pas vu grand-chose, sinon qu'elle paraissait réservée et de bonne éducation, mais beaucoup de Thaïs peuvent produire le même effet. Mon sac à dos me sciait les épaules. C'était un Lowe Pro Himalaya Trekking, le modèle le plus cher que j'ai pu trouver au vieux campeur. Il était garanti à vie. C'était un objet impressionnant, gris acier, avec des mousquetons, des velcros spéciaux, brevets déposés par la firme, et des fermetures éclairs qui pouvaient fonctionner à une température de moins 65 degrés. Sa contenance était malheureusement très limitée. Quelques shorts et t-shirts, un maillot de bain, des chaussures spéciales permettant de marcher sur les coraux, 125 francs au vieux campeur, une trousse de toilette contenant les médicaments décrits comme indispensables par le guide du routard, un caméscope JVC HRD 9600 MS avec ses batteries et ses cassettes de rechange, et 2 best-sellers américains que j'avais achetés un peu au hasard à l'aéroport. Le car Nouvelle Frontière était garé une centaine de mètres plus loin. À l'intérieur du puissant véhicule, un Mercedes M800 64 places, la climatisation était poussée à fond, on avait l'impression de pénétrer dans un congélateur. Je m'installais près d'une fenêtre sur la gauche, au milieu du car. Je distinguais confusément une dizaine d'autres passagers, parmi lesquels mon voisin d'avion. Personne ne vint s'asseoir à mes côtés. J'avais manifestement raté ma première occasion de m'intégrer au groupe. J'étais également bien parti pour attraper un bon rhume. Le jour n'était pas encore levé, mais sur l'autoroute à 6 voies qui menait au centre de Bangkok, la circulation était déjà dense. Nous longions alternativement des buildings d'acier et de verre, avec de temps en temps une construction de béton massive évoquant l'architecture soviétique. Des sièges sociaux de banque, des grands hôtels, des compagnies d'électronique, le plus souvent japonaises. Après l'embranchement de Chatuchak, l'autoroute surplomba des voies radiales qui encerclaient le cœur de la ville. Entre les bâtiments illuminés des hôtels, on commençait à distinguer des groupes de maisons, petites, à toit de tôle, au milieu de terrains vagues. Éclairées par des néons, des échoppes ambulantes proposaient de la soupe et du riz. On voyait fumer les marmites de fer-blanc. L'autocar décéléra légèrement pour prendre la sortie de New Phetchaburi Road. Un moment, nous aperçûmes un échangeur au contour fantasmagorique, dont les spirales de macadam semblaient suspendues au milieu des cieux, éclairées par des batteries de projecteurs d'aéroport. Puis, après une longue courbe, l'autocar rejoignit la voie rapide. Le Bangkok Palace Hotel appartenait à une chaîne proche des hôtels Mercure et qui partageait les mêmes valeurs sur le plan de la restauration et de la qualité de l'accueil. C'est ce que j'appris dans une brochure que je ramassais dans le hall en attendant que la situation se décante. Il était un peu plus de 6 heures du matin, minuit à Paris, pensais-je sans raison aucune, mais l'animation était déjà vive. La salle des petits déjeuners venait d'ouvrir. Je m'assis sur une banquette. J'étais étourdi, mes oreilles continuaient à bourdonner violemment et je commençais à avoir mal au ventre. À leur attitude d'attente, je parvins à reconnaître certains membres du groupe. Il y avait 2 filles d'environ 25 ans, plutôt bimbo, pas mal roulées au demeurant, qui promenaient un regard méprisant sur le monde. Un couple de retraités, au contraire, lui qu'on pouvait qualifier de sémillant, elle un peu plus morne, observait avec émerveillement la décoration intérieure de l'hôtel, composée de miroirs, de dorures et de lustres. Dans les premières heures de la vie d'un groupe, on n'observe en général qu'une sociabilité fatigue, caractérisée par l'emploi de phrases passe-partout et par un engagement émotionnel restreint. Selon Edmunds et White, la constitution de mini-groupes n'est repérable que lors de la première excursion, parfois lors du premier repas pris en commun. Je sursautais, à la limite de l'évanouissement, allumais une cigarette pour me reprendre. Ces somnifères étaient vraiment trop forts. Ils me rendaient malade. Mais les précédents ne parvenaient plus à m'endormir. Il n'y avait pas d'issue évidente. Les retraités tournaient lentement sur eux-mêmes.
J'eus l'impression que l'homme plastronnait un peu. Dans l'attente d'une personne précise avec laquelle échanger un sourire, il faisait pivoter un sourire potentiel sur le monde extérieur. Ils avaient dû être petits commerçants dans une vie antérieure. C'était la seule hypothèse. Peu à peu, les membres du groupe se dirigeaient vers l'accompagnatrice à l'appel de leur nom, recevaient leurs clés, montaient vers leur chambre. Ils se dispersaient, en somme. Il nous était possible, rappela l'accompagnatrice d'une voix bien timbrée, de prendre notre petit déjeuner dès maintenant. Nous pouvions aussi nous reposer dans nos chambres. C'était entièrement libre. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous pour la visite des Klong était fixé dans le hall à 14 heures. La baie vitrée de ma chambre donnait directement sur la voie rapide. Il était 6h30. La circulation était intense, mais le double vitrage ne laissait filtrer qu'un grondement faible. Les illuminations de la nuit étaient éteintes. Le soleil ne faisait pas encore réverbérer l'acier et le verre. À cette heure de la journée, la ville était grise. Je commandai un double express au room service que j'avalai avec un efferalgan, un doliprane et une double dose d'oscillococcinum. Puis je me couchai et tentai de fermer les yeux. Des formes bougeaient avec lenteur dans un espace restreint. Elles émettaient un bourdonnement grave. Il s'agissait peut-être d'engins de chantier ou d'insectes géants. Dans le fond, un homme armé d'un cimeterre de petite taille en estimait le tranchant avec précaution. Il était vêtu d'un turban et d'un pantalon bouffant blanc. Tout à coup, l'atmosphère devint rouge et poisseuse, presque liquide, aux gouttelettes de condensation qui se formaient devant mes yeux. Je pris conscience qu'une vitre me séparait de la scène. L'homme était maintenant à terre, immobilisé par une force invisible. Les engins de chantier s'étaient regroupés autour de lui. Il y avait plusieurs pelleteuses et un petit bulldozer à chenillettes. Les pelleteuses relevèrent leurs bras articulés et rabattirent avec ensemble leurs godets sur l'homme, tronçonnant aussitôt son corps en 7 ou 8 parties. Sa tête, cependant, semblait toujours animée d'une vitalité démoniaque. Un sourire mauvais continuait à plisser son visage barbu. Le bulldozer avança à son tour sur l'homme, sa tête éclata comme un œuf. Un jet de cervelle et d'os broyés fut projeté sur la vitre, à quelques centimètres de mon visage.